tapis rouge, trompette de la renommée, trompette de Charlie Mingus. On accueille aujourd'hui... C'est une contrebasse. Ouais. Non, mais c'était pour jouer avec la trompette. Ça va. Non, mais je suis évidemment content d'accueillir ici Delfeuille de Thon. Je ne sais pas si on doit dire chroniqueur, écrivain. Delfeuille qui, moi, a accompagné toute ma vie. Je n'ai pas arrêté de te lire, de Charlie Hebdo à Harakiri, en passant par, évidemment, le Nouvel Obs. Et donc, je suis très content, surtout que ta parole est rare, ta présence est rare. Donc, merci de venir à Blast pour parler de la sortie de ce livre, qui est le tome 2 des Lundis de Delfeuille de Thon. Ça réunit tes chroniques à l'Obs, celles de 78 et 79, donc les années Giscard, les années Messrine, toutes les semaines, tel le métronome, tu nous balançais tes trucs dans l'Obs. Pour nous accompagner dans cette émission, ton éditeur, je suis aussi très content de te voir, parce que tu es rare, tu n'es plus à Paris en ce moment. C'est Jean-Christophe Menu qui a fondé l'association, une grosse maison de bande dessinée, qui dessine lui aussi et qui, est éditeur dans cette maison d'édition qui s'appelle l'Apocalypse. Et pour vous interroger, Pacôme, qui est beaucoup à Blast en ce moment, Pacôme Thielman, mais je suis ravi que tu sois là, et qui a fait la préface, une excellente préface de ce tome donc des Lundis de Delfeuille de Thon. Je vais peut-être commencer, avant de donner la parole à Delfeuille et qu'on discute, on est vraiment à la cool, un peu savoir pourquoi tu te lances dans l'édition. Enfin, on t'a un peu perdu de vue, puisque moi je te connaissais, les gens te connaissent un peu de l'association, qui est une grosse maison d'édition de bande dessinée. C'est pas gros. Non, mais en tout cas, ça avait une couleur, une patte, une intelligence, une beauté. Enfin, l'asso, c'est pas n'importe quoi dans le monde de l'édition, et on te le doit en partie, pas qu'à toi, mais bon. Et à un moment donné, d'ailleurs, tu te fais virer ou tu pars. Enfin, je sais pas exactement. C'est trop compliqué. Ouais. Un peu des deux. Et donc, tu recrées, mais pas à Paris, tu es en Ardèche, je crois. Enfin, raconte-nous l'Apocalypse, ce que c'est, pourquoi tu édites Delfeuille. Et puis, tu m'as amené ton livre que j'ai pas eu le temps de lire, mais que tu édites chez Alain Bollet, éditeur. Pourtant, il est pas long. Ouais. Non, mais attends, je viens de le recevoir. Effectivement, au début, il y avait l'association, qui était une maison d'édition avant tout de bande dessinée, créée par un groupe, mais dont j'assumais déjà la direction artistique, on va dire, donc qui a forcément des points communs avec ce que je peux éditer par la suite. Donc, une histoire de plus de 20 ans d'âge, sur laquelle je ne vais pas forcément revenir, mais il se trouve que oui, c'était de la bande dessinée, qu'on a été parmi les premiers à faire une sorte de bande dessinée alternative, indépendante, je ne sais pas comment on peut l'appeler, enfin différente, en mettant en avant aussi bien une forme différente, noir et blanc, des formats différents, refuser la bande dessinée, on va dire, commerciale, et ses clichés, explorer l'intime aussi, l'autobiographie, la bande dessinée de reportage, on fait partie des premiers à avoir un peu exploré ça. Et puis... Donne des noms quand même, donne quelques noms. Non, il y a Martin de Satrapi, oui, bon, de Lille. Il y a eu Persépolis, bien sûr, qui a été le best-seller de l'association, que même les gros éditeurs nous enviaient. Et puis, j'ai collaboré à faire au moins 450 livres à l'association. Mais il se trouve que c'était un groupe avec des personnalités très, très différentes et que ça s'est fini en engueulade, comme les groupes savent très bien le faire en France. Et donc, aussitôt après, j'ai eu envie de faire une autre maison d'édition en continuant ce que j'avais commencé à l'association, mais en l'ouvrant plus à autre chose que la pure bande dessinée, et notamment en allant un peu chercher dans les marges de la bande dessinée et en revenant un peu à ce qui est plus de la contre-culture, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai préféré dans la bande dessinée, c'est quand elle a pris son essor en tant que contre-culture dans les années 60-70, et qu'il y avait autour aussi bien des dessinateurs que des écrivains, que des photographes, et donc l'aventure à Harakiri, où on se foutait un peu de qui dessinait, qui écrivait, tout le monde faisait un peu tout. L'important, c'était le propos, c'était le contenu. Dans cette référence à Harakiri, j'ai fait un livre avec des aphorismes de Topor. C'est pas moi qui l'ai édité pour la première fois, je l'ai réimprimé, il était épuisé. J'ai fait un livre avec Willem, j'ai fait par contre la première édition en français de sa première bande dessinée qui était parue que aux Pays-Bas pour l'instant, en néerlandais.
Et ça, puis- c'est il y a 10 ans, ça. Oui, Tu c'était lances il y a- l'Apocalypse. Pourquoi Voilà. tu l'appelles l'Apocalypse, d'ailleurs? Je l'appelle l'Apocalypse parce qu'on est en Apocalypse. C'est qu'il pas est Saint-Jean, optimiste. c'est Saint... Non, Tous les noms des projets de Jean-Christophe ont des sonorités qui se font écho. Ouais, il y a ça Lasso, aussi. Lapo, Labo. Il y a ça aussi. Et je veux dire, de je te l'ai son. dit Il y a tout des- à l'heure avant l'émission, mais c'est très bien édité, c'est-à-dire que c'est une très belle maquette, Merci. un peu minimaliste, les couleurs sont jolies, le papier est d'excellente qualité et l'édition est belle, quoi. Enfin, ça donne envie de lire, quoi. C'est pas, je sais pas combien il vaut d'ailleurs, 25 balles. Et il y a des titres courants. Puis alors C'est après, ce qu'on voit- on après, voit presque c'est plus. vrai. non, parce que je dis un mot quand même sur Delfeuille, parce qu'on pourrait penser, oui, bon, bah, c'est des chroniques de journalistes dans un truc, c'est pas, mais ça tient la route, quoi. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus parce que vraiment, je m'en souvenais pas ces années-là, je lisais pas l'Obs, et ça, je veux dire, on a des personnages qui sont récurrents, Georges Marchais, Mesrine, enfin, etc., des musiciens. Enfin, c'est vraiment formidable, quoi. Et, on replonge dans ces années-là, et c'est justement parce que lui, il a un regard qui est pas celui, évidemment. Enfin, il est pas. Il est un. Bah, c'est bien pour ça que je voulais faire les lundis, même si on connaît Delfeuille par Charlie Hebdo, Harakiri, et qui vient de dire dans une interview à Ciné Mensuel que ce qu'il a fait de mieux, c'était Harakiri. Je me pose la question, parce que les lundis du Nouvel Obs, il y a une sorte de... Dans Harakiri, il est dans son élément. Mais dans le Nouvel Obs, c'est un peu le parasite, quoi, en double page avec Bretéché. Il était toujours en face de Bretéché et des Frustrés. Donc, en fait, évidemment, moi, très jeune, mes parents étaient abonnés à l'Obs. Donc, je me foutais de tout le journal, sauf la double page, Bretéché, Delfeuille. C'est ce que je disais tout à l'heure, et je le redis publiquement, c'est-à-dire que moi, je découpais dans l'Obs les chroniques de Delfeuille de Thon, et Moi donc aussi. dans les toilettes chez moi, j'avais une pile de trucs de Delfeuille de Thon, et là, je suis impatient que tu édites la suite, parce Bah que oui. comme ça, je pourrais balancer mes trucs, Non, et tu en me les livre, donnes. c'est quand même beaucoup On ne sait mieux. jamais. Mais d'ailleurs, on va parler de Delfeuille, parce que celui qui en parle le mieux, à part pas comitiellement, c'est quand même Cavana. Largement Et- mieux que moi. Et Cavana, dans la préface du premier tome, dit de toi, Delfeuille, ce gars-là écrivait, ce gars-là aimait faire joujou avec les mots, avec les phrases, avec les idées. Ce gars-là avait fignolé un gros paquet de pages tapées à la machine, juste celles qu'il fallait, et il me les avait envoyées, sachant combien ardemment je les attendais. Ça s'appelait « Les mémoires de Delfeuille de Thon » par Delfeuille de Thon. On ne résiste pas à un titre pareil, on cherche l'astuce, il n'y avait pas d'astuce, peut-être une évocation strictement personnelle, vaut mieux ne pas savoir, le mystère est stimulant. À partir, etc., etc. Donc, j'ai pas. D'ailleurs, le mystère reste entier sur ton nom, quoi. Delfeuille de Thon, comment. D'où ça sort? Ciné Mensuel, elle a essayé de me le faire dire, mais je ne vais pas dire. Pourquoi vous avez choisi Delfeuille de Thon d'ailleurs? Ah ben ça, je ne l'ai pas encore raconté, je le raconterai un jour. Je t'en ai déjà dit beaucoup que je n'ai pas dit à personne. Alors je lâche par petits bouts, parce que... Est-ce qu'on. T'es quand même un type secret, quoi. Non, mais je le dirai un jour. Ouais. Non, mais comme j'ai pas fait de livre avec les mémoires Delfeuille de Thon par Delfeuille de Thon, quand je ferai le livre, j'expliquerai pourquoi il s'appelle Delfeuille de Thon. C'est pas peine que je l'explique avant. Voilà. Avis aux éditeurs, vous savez quoi faire. Il faut éditer Non, les mais- mémoires de Delfeuille de Thon par Delfeuille de Thon. C'est très bien que ces mémoires soient, enfin, ces lundis de Delfeuille de Thon soient édités, parce qu'il faut dire que moi, quand je parle de toi à des gens qui ont 30 balais ou 40 balais, Ben, ils savent pas qui c'est. bah non. Tu vois, et Ils c'est pour savent ça que pas c'est. non plus qui est Reiser, tu sais. Je sais. Mais bon, Reiser, il est Mais plus c'est là. normal, les jeunes, ils savent pas, mais ils savent leur truc à eux, et nous, on est, Alors, moi, je, on est déjà de l'histoire, quoi. mais moi, ce que je peux dire, c'est quelqu'un de ma génération, donc moi, j'ai plus de 60 ans, je veux dire, tu fais partie des types qui m'ont donné envie d'écrire, comme Cavana, évidemment, enfin, il y a toute une... Et là, pour ces gens-là, parce que comment toi, est-ce que tu veux bien raconter, comment toi, tu frappes la porte, enfin, comment tu rentres dans cet univers de Harakiri, de Charlie Hebdo, etc. Comme Cavana vient de le dire, là, tu l'as lu. Mais toi, pourquoi tu as envie de ça? Enfin, qu'est-ce que tu, à l'époque, tu as quel âge? Parce que j'ai écrit... Mais quoi j'ai écrit ce que tu disais. Bon, il y avait 9 chapitres. Je voyais ça que dans Harakiri. C'était même pas la peine que j'essaye le moindre éditeur. C'était bon. Je suis rentré à Harakiri, et comme Harakiri, Cavana, il se tapait tous les textes, il était bien content de me voir arriver, et puis voilà.
C'est vrai que Cavana, il faisait tout seul, quoi. Il faisait même les dessins, d'ailleurs. Il avait 3 noms. Et il signait Cavana, Sepia et Trix. Oui, ça, je me rappelle. Il avait deux pseudonymes. Et moi, d'ailleurs, j'ai été obligé aussi, comme j'en faisais beaucoup, de prendre aussi un pseudo. J'ai signé Gunnar Vollert, entre Oui, c'est vrai, parenthèses, le suédois. traduit Ouais. du suédois. Oui. On faisait des trucs comme ça, quoi, qui se font pas dans les autres journaux, évidemment. Quoi, qui ne faisaient pas. Maintenant qu'on l'a fait, il y en a d'autres qui peuvent le faire, mais quoi, à l'époque, quand on l'a fait, on était les premiers. En fait, tu es arrivé à Harakiri à un moment très particulier, peut-être qu'il faut aussi le rappeler, c'est le moment de l'interdiction, de la grande interdiction. C'était le moment de la grande interdiction, c'était le moment où ils étaient quasiment en faillite, quoi. Ouais. Bon, et puis surtout, c'est le moment où la moitié de l'équipe s'était barrée, quoi. Faut dire, il y a- GB était parti, Cabu était parti, Topor était parti, Fred était parti. Melvin Van Peebles était rentré en Amérique. Ouais. C'est-à-dire que comme ils étaient une dizaine et qu'il y en avait 4, ces grosses pointures qui étaient parties, alors il y avait de la place. Alors j'en ai profité, si j'ose dire, quoi. Bon, mais Alors, ils font une aussi qui est Belle Tragique à Colombey. Ah Donc, oui. toi, tu bosses à Harakiri. on avait l'hebdo et le mensuel. Ouais. Donc, Puis j'ai fait Charlie mensuel. voilà, tu fais l'hebdo C'est à Delphé qui a Harakiri, été le premier rédac-chef de Charlie Mensuel, quand même. Ouais. qui avait amené Volinsky. Volinsky, j'en ai fait les 18 numéros, mais je suis un peu comme lui, être le chef, ça me... Bon, au bout de 18 numéros, j'ai dit... alors, ils étaient tous là, ils n'en revenaient pas, quoi, bon. Et on était autour d'une table qui était 2 fois comme celle-là. Et alors, Cavana a dit qu'est-ce qu'ils veulent prendre, et alors Volinsky tout de suite. Et moi, j'ai vu que Volinsky en crevait d'envie. Si j'avais su, j'aurais filé 1 an plus tôt, quoi, tu vois. Mais je ne savais pas, quoi. Volinsky était à la fin, bon, il a fait plusieurs années, puis à la fin, il a abandonné lui aussi. C'est Willem qui l'a remplacé pour les derniers numéros. Et bon, on va pas raconter l'histoire d'Harakiri parce que. Non, mais c'était pour enchaîner sur Belle Tragique à Colombey. Ensuite, Alors, on a fait l'hebdo qui s'appelait. On avait donc le mensuel Harakiri. On avait le mensuel Charlie et on avait Harakiri Hebdo. Et Harakiri Hebdo a donc été interdit avec Bal Tragique. à Colombey. Ouais. Bon, en novembre. Tu peux rappeler ce que c'est Belle Tragique à Colombey novembre pour les gens qui 70. savent pas. C'était la mort de De Gaulle, quoi. Bon. Et il y avait eu la semaine d'avant, il y avait eu une boîte de nuit Saint-Laurent-du-Pont. en Isère, là, à Saint-Laurent-du-Pont, qui avait brûlé. Il y avait eu, je sais pas combien, 210 jeunes gens qui étaient morts là, brûlés. Et bon, ça avait été l'énorme histoire, quoi. Bon. Et comment dire, Et vous la faites presse une en était blague. encore pleine. Bon, et puis De Gaulle meurt la semaine d'après ou 15 jours après, je ne sais plus, quoi. Et on sort avec Bal Tragique, parce que dans le langage de Choron, Bal, c'était comme boîte de nuit, quoi. C'était pas des... Bal Tragique à Colombey, un mort, c'était donc De Gaulle. De Gaulle. Et ça nous a valu, le journal était interdit, alors que quand même, 3 ans avant, le mensuel avait été interdit, lui aussi. Et il avait fallu 7 mois en faisant le siège du ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse reparaître. Et c'était pas des interdictions pour rigoler, quoi, tu vois. Et alors, bon, on est sorti sous le nom, comme on avait Charlie, on est sorti sous le nom Charlie Hebdo. Parce qu'on n'avait plus le droit de faire Harakiri Hebdo, puisque c'était interdit. Et là, tu redémarres, donc rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Non. C'était quoi, Charlie Hebdo? C'était la même équipe. D'ailleurs, on est sorti sous le nom Charlie Hebdo, on était 9 pour le faire, on avait mis les 9 noms au-dessus du titre. Bon, et puis C'était Cavana qui gérait un peu. C'était tout. Cavana, quoi. Mais c'est là où tu as commencé les lundis, c'était dans l'hebdo les Harakiri. lundis, je les ai commencés dans l'hebdo Harakiri, dans le numéro 1 de l'hebdo Harakiri. Et ça n'a pas été réédité, ça. Et après, Charlie Hebdo, ça dure jusque 75 à peu près, c'est ça? Alors moi, j'en suis parti en 75, mais ça a duré jusqu'en 81. Début 82. Début 82. Et donc, tu te barres en 75, tu t'engueules avec Cavana là aussi? Je pars de l'hebdo, je pars pas de Harakiri. Bon, je m'engueule pas, quoi. J'y croyais plus, j'étais comme le lecteur, quoi. Et puis ça. Je sais pas comment. J'ai eu la proposition de l'Obs, c'était inespéré parce que
j'étais dans la même situation qu'avec ce que j'avais apporté pour Harakiri, c'est-à-dire que personne ne voulait n'aurait voulu de mes textes. Je me serais présenté à n'importe quelle rédaction, on m'aurait dit non. Il y a l'Obs qui me demande. Et c'était qui au Nouvel Obs qui t'appelle le premier, il y avait le service société, c'était Christiane Duparc, mais quoi, c'était Perdriel aussi. Il voyait les ventes. Harakiri Hebdo vendait sur Paris autant que le Nouvel Observateur. Ouais, c'est vrai, quand on y repense. C'était bon, et il voyait ce qui se passait, quoi. Bon, donc ils m'ont demandé, mais j'ai bien fait d'y aller puisque j'y suis resté 45 ans. Donc c'était vraiment une place. C'est bien parce que j'ai pas de chef et je suis mon chef. Parce que j'étais libre, je faisais ce que je voulais. Et en 45 ans, du moment que je dépassais pas de mes 2 ou 3 colonnes qu'ils m'octroyaient, ils me foutaient une paix royale. Alors, en 45 ans, t'as jamais été emmerdé par un truc, on t'a jamais dit ça, non, il y a peut-être eu 1 ou 2 fois des discussions, mais quoi, non, quoi, ils m'ont foutu le paix royal, quoi. C'est vraiment, mais c'était le truc, hein. Bon. T'étais dans la ligne du parti, quoi. J'étais pas dans la ligne. Justement, ils voulaient que je sois pas dans la ligne. D'ailleurs, les gens disaient, tu es un alibi. Bon, parce que l'Obs, c'était la gauche, la gauche social-démocrate, quoi. Bon, alors, j'étais un alibi, quoi. Bon, mais, oui, bon, je sais pas si j'étais un alibi, mais comme moi, j'étais moi, quoi. Ils m'ont laissé être moi avec mon nom. Je suis rentré avec mon nom de Delfeuille de Thon, qui est un nom impossible. Bon, et puis voilà, quoi. Bon. Et donc, et puis maintenant, des années après, là, 40 ans après, il y a cet individu-là qui veut les éditer. Et comment ça t'est venu, toi, d'éditer Delfeuille, parce que c'est le tome 2, il y a eu un tome 1, c'est sur 2 années, donc ça représente 400 pages, un truc comme ça, quoi. Oui, et il y a 10 ans entre 300. le tome 1 et le tome 2. Donc c'est particulier c'est bizarre, aussi. d'ailleurs, ouais. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma 2e maison d'édition, l'Apocalypse, j'ai été un peu trop vite en besogne. J'ai un peu claqué tout mon capital avec des livres invendables. Et puis j'ai dû arrêter. Et donc, c'était prévu qu'il y ait le tome 2 à la même époque, mais j'avais plus de sous. Donc j'ai dû attendre 8 ans sans faire l'édition, que j'ai plus dessiné, fait d'autres choses. Et j'ai dû attendre que les gens de ma famille meurent pour avoir un petit héritage. Et puis relancer l'Apocalypse, c'est comme ça que ça se passe, quoi. D'accord. Et là, je la relance vraiment tout seul, avec moins d'ambition qu'il y a 10 ans. J'ai pas envie d'embaucher, j'ai pas envie de louer de local. Oui, tu vis, t'as quitté Paris, tu vis. Oui, c'est ça. Je vais faire ça à la maison, tranquille, un peu en dilettante. Donc, tu vis en Ardèche. Je suis à la campagne, oui, c'est ça. C'est compliqué de faire une maison d'édition tout seul à la campagne, parce que non, mais tu t'en sors bien. Si je dois t'envoyer à un service de presse, il faut que je prenne ma voiture et aller à la poste à des kilomètres. J'habite à la campagne aussi, moi. Donc ça va, je connais. Donc c'est pas. Mais dis-moi, pourquoi qu'est-ce qui fait que Delfeuille résiste autant autant et autant. Moi, j'étais resté. Pourquoi tu as eu l'idée? J'étais resté fan des lundis du Nouvel Obs, que je lisais ado dans l'Obs. Et puis, la sphère Harakiri, ça me touchait de près. J'avais aussi réédité beaucoup de livres de GB avec l'association, l'an 01, Une plume pour Clovis, La lettre aux survivants. Et j'avais envie de faire les lundis. Et j'ai dû le convaincre une première fois. Parce qu'il ne voulait pas? Non, il ne voulait pas. Et pourquoi tu ne voulais pas? Attends. Tout à l'heure, je lui ai donné une bonne idée. Il veut pas, parce qu'on s'en fout, quoi. Il me disait que j'allais perdre de l'argent, mais je le savais, ça. Celui-là, il me l'a demandé il y a 2 ans. Donc il est mal tombé parce que... Et le Covid et tout ça. Dans ma vie personnelle, il était arrivé quelque chose. Bon. Et alors, je l'ai envoyé promener. Bon, puis, finalement, 2 ans après, alors ça fait que ça, il y a 10 ans entre les deux. Mais bon, là, par contre, entre le 1 et le 2. Mais le 3, normalement, on doit le sortir dans un an ou 2. Le 3, on a déjà commencé à travailler dessus, donc il va suivre très vite. Qu'est-ce qui fait que... Donc je te repose la question. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'écriture, en tout cas le regard sur l'actualité de Delfeuille de Thon? Je te poserai aussi la question, Paco. Pour moi, c'est un tout entre la façon dont il regarde l'actualité, dont il est
à la fois dedans, mais aussi avec un regard très distant, avec un style aussi qui est unique. Son style, et c'est une vraie guillotine, quoi. Il y a jamais un mot de trop. Bon, et j'adore le style de Delfeil. Et puis, il y a la longévité aussi, c'est-à-dire que pour une chronique de la France de ces années-là, je vois personne qui puisse égaler ce que Delfeil a fait entre 1975 et 2020 dans l'Obs, même si à la fin il avait moins d'espace. D'ailleurs, si on va jusqu'au bout des chroniques, ce sera des livres qui reprendront 3-4 ans au lieu de 2 maintenant. Et j'espère bien qu'on ira au bout. Et c'est 45 ans donc, de vie politique, d'actualité, de faits divers, d'un peu d'international, enfin, de vie sociale. De tout. Oui, beaucoup de... Il faut voir qu'à l'époque de ce bouquin, il y a la peine de mort. Oui, et la peine de mort, pas pour rire, on guillotinait des gens. Sous Giscard, il y a encore la peine de mort. Il faut voir ça, quoi. Et puis, il y a plein de choses qu'on voit arriver dans ces années-là, qu'on subit beaucoup aujourd'hui, quoi, genre il y a beaucoup de crimes et de faits divers, des pauvres qui se font buter, des choses comme ça. Ça arrive. Il y a eu l'affaire Mesrine. Comme Mesrine, dans Harakiri mensuel, j'ai fait plein de trucs sur Mesrine que je crois qui étaient assez drôles, mais comment pour l'instant, ils sont restés dans Harakiri. Encore un appel aux éditeurs. Vous ne savez pas à côté de quoi vous passez. Appel aux éditeurs. Moi, je le fais. Tu ne le fais pas toi, mais moi, je le fais. Je ne fais aucun appel aux éditeurs. Il y a Cavana, je retombe sur Séraphin, il dit trapu, moi je te trouve pas particulièrement trapu, mais peut-être qu'à l'époque tu l'étais, trapu, large d'épaule, solidement planté sur ses mollets écartés, Delfeil offre l'image même de la solidité, de la conviction mûrement méditée, devenue inébranlable. Dans la bande, il faisait penseur, et de fait, il apportait un ton nouveau qui devint une des composantes majeures de ce qu'on peut appeler l'esprit harakiri. C'est Cavana qui a écrit ça. C'est Cavana, ouais. Il y avait une relation très forte alors entre vous. Il était persuadé qu'Harakiri, c'était lui. Alors, pour qu'il ait écrit ça... Alors, en même temps, c'était une préface pour ton livre. Il n'allait pas dire c'était moi, Harakiri, au fond. Alors, si Cavana parle avec beaucoup d'affection, en tout cas, on sent qu'il y a une vraie proximité entre vous. Pacôme, qui est infiniment plus jeune que toi, il est quand même... Infini, n'exagérons rien. Plus jeune. T'as la moitié de il fait une préface, le cirque Delfeil de Thon, qui donne envie de lire le livre, quoi, puisque alors je vais pas la relire, mais imaginez une aventure journalistique qui soit puissante artistiquement, fond comme forme, une chronique aussi fascinante que variée, passant des chiens écrasés aux grandes affaires du monde, des manigances des politiciens aux concerts de jazz, de la destruction de Paris aux mésaventures pathétiques du Shah d'Iran et de la Chabanou, ouais, et aussi impitoyable concernant le mensonge des États-Unis, ceux de la Russie soviétique, etc., etc. Donc toi, qu'est-ce qui te fait kiffer chez Delfeil de Thon? Alors, la première chose que je dirais par rapport à ce livre, et c'est totalement hallucinant quand on y pense, il n'y a pas besoin de notes en bas de page pour le comprendre. Ouais. Ce sont des chroniques qui ont été faites à raison d'une par semaine dans un hebdomadaire et qui parlent de tout un tas d'événements dont on a oublié en grande partie les protagonistes, ou même quand on les connaît, on ne sait pas tous d'eux, mais on comprend tous d'eux en le lisant. Ça, c'est extraordinaire. Ce qui fait qu'on est vraiment dans un livre. Il n'y a pas besoin d'aller sur Wikipédia. Si on ne sait pas qui est la Chabanou, on le comprendra très vite en le lisant. Là, il n'y aura pas besoin d'attendre 2 lignes avant de savoir qui est la Chabanou. Et puis, bon, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la chronique d'un demi-siècle, quoi. C'est vraiment la chronique d'un demi-siècle, mais comme... bon, je vais faire chier Delfeil. Il n'aime pas que je mette des superlatifs. Je les ferai quand même, après tout. Au pire, tu les couperas. Pour moi, c'est comme lire Thucydide. Je comprends une époque. Je comprends 50 ans d'une époque. Bon, moi, je suis né en 75. En 78, j'avais 3 ans. Évidemment, je ne suivais pas les actualités. Donc, il y a plein de trucs qui m'ont échappé, même si j'ai vaguement entendu parler de Giscard et de Marchais quand même. Mais bon, ce qu'on apprend là-dedans est inouï. Vous rentrez dans ce livre. La première chronique, c'est des jeunes qui se font tirer dessus parce qu'ils font du bruit dans je crois que c'est la campagne, je ne sais plus exactement où, ils font des conneries. Il y a quelqu'un qui leur tire dessus. Celui qui leur tire dessus, c'est Georges Marchais. C'est vrai que c'est un peu une tête de Turc pour toi. Pas seulement Marchais. Il n'y a pas que lui, mais... Là, il y a Marchais, il y a Giscard, et puis il y a un gars qui s'appelait Perfit, qui était ministre de la Justice. Et alors lui, je pense, parce que évidemment, je ne relis ces machins que parce qu'il est public, au fur et à mesure. Mais
ce Perfit, il est devenu directeur du Figaro. Ouais. Et alors là, ça a été le Figaro de Perfit. Il faut dire aussi que c'est... Oui, ça doit être merveille, mais j'ai hâte des lundis où tu vas commencer à commenter les articles. Parce que ce qui est formidable aussi, ce qui est vraiment, je crois que c'est ce qui a fait la grande singularité des lundis de Delfeil de Thon, c'est qu'il fait aussi une revue de presse en même temps qu'il chronique l'actualité. Oui, c'est une critique des médias également, avant l'heure. Ouais. mais tellement drôle, parce que le style de Delfeil, 2 mots sur le style de Delfeil, parce que lui, il n'en parlera pas, ou peut-être qu'il en parlera, j'espère, mais il n'y a pas de point d'exclamation ou si peu. Il n'y a pas de 3 petits points ou si peu. Il n'y a pas de... C'est des phrases courtes, brèves, sèches, impeccables. Et quand il n'a pas besoin de commenter, il commente même pas. C'est-à-dire qu'on a compris déjà un petit peu ce à quoi on a affaire, par exemple, entre, on va dire, la même dimension, l'esprit bourgeois dans le Figaro et dans l'Humanité. Parce que par rapport aux marginaux, au traitement des marginaux, ils sont un peu sur la même longueur d'onde. Il y a ces marginaux qui, à un moment, cassent des vitrines sur les Champs-Élysées, je crois, c'est ça Les gilets jaunes avant l'heure. Ou, enfin, des marginaux qui font... Il y a l'histoire de... Il y a ce type qui est poursuivi en justice parce qu'il a ramassé un abat-jour dans la rue. Ah oui, c'est complètement incroyable. Incroyable. Donc, je crois que c'est une vitrine Hermès qui est cassée. Oui, c'était l'enseigne. L'enseigne. Tu t'en souviens. Place de l'Opéra. Place de l'Opéra. Voilà, c'est Place de l'Opéra. Et donc, les flics arrêtent un type qui ramasse un abat-jour. Ouais. Et le pauvre type fait de la prison pour ça. Quoi. Oui. Donc, Il a fait des mois de prison. c'est quand même dingue. Et c'est à son sujet que là, il demande, comment dire, une espèce de procès exceptionnel, l'État, par rapport à ce pauvre gars. C'est par rapport à lui. Et tu décris, machin, ce qu'ils ont fait. Et après, il y a commentaire de l'Humanité à requis avec modération. Et là, on comprend tout sur le truc Figaro-Humanité. On a l'impression que le Figaro et l'Humanité, tu les mets au même niveau. Quoi. C'était pareil. C'était, Parce que dit aujourd'hui, non, mais c'était vraiment la même chose. Il y avait un refus du nouveau monde, quoi. C'était ça. Quoi. Mais je l'analysais pas, je le vivais, quoi. Je le vivais. Ils étaient contre tout ce qui était jeune, contre tout. C'était ça, quoi. Alors, dès que tu dépassais de ça, tu étais un fasciste, quoi, tu vois. Et pour en face, t'étais un rouge, t'étais un. Mais le monde était plus simple quand même. Hein? Le monde était plus simple. Il y avait encore l'URSS. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. C'était un monde coupé en deux. Il y avait le rideau de fer, quoi. Il y avait le mur de Berlin. Il y avait tout ça, quoi. C'était les années 75, c'est quoi, 70. Ça vient juste après 68, c'est-à-dire que c'est 2-3 ans après le soulèvement de Prague et des choses comme ça, quoi. Et oui, c'était le monde se révoltait contre le. En France, on était encore un monde pétainiste. Il n'y avait pas encore eu Simone Veil. Il n'y avait pas la loi sur l'avortement à l'époque. Il y avait pas eu. C'était vraiment un monde d'avant-guerre, quoi. Et les communistes, ils vivaient dans le mythe du paradis soviétique, quoi. C'est absolument. Mais ils y croient, les chefs, ils y croyaient évidemment pas, quoi. C'était à usage du peuple, hein. Ils savaient parfaitement ce qui s'y passait. Et dis-moi, est-ce que, par rapport à ta manière de travailler, comment tu faisais pour les pondre ces chroniques? Est-ce que tu avais des rites? Tu t'y mettais quel jour? Est-ce que c'était chaque fois différent? Est-ce que tu avais J'avais un jour où il fallait que je remette la copie, quoi, oui. Pourquoi ça s'appelle les lundis? Ça s'appelle, c'est Cavana qui a trouvé ça. Et c'est Cavana qui a trouvé le titre Les lundis de Delfeil. Parce que le premier numéro d'Harakiri Hebdo, il a voulu qu'on sorte le lundi. L'idée de Cavana, c'était 1 franc, hein, et le lundi. C'est-à-dire, on commence la semaine, 1 franc, c'était rien, quoi. C'était bon. Et on commence la semaine, c'était le rêve de Cavana, le côté romantique de Cavana. 1 franc, et on paraît le lundi. Mais en même temps, c'était absurde, parce qu'on paraissait le lundi, ben on était obligé de boucler le vendredi. Alors, donc on paraissait, tu vois le truc, bon. Alors, mais. Bon, moi, je suis arrivé avec un texte, quoi. Bon, et j'avais mis mais il a voulu qu'il y ait un titre à la chronique. Alors, il a inventé 2 titres de chronique. Cavana dans le numéro 1 de ce qui est devenu plus tard Charlie Hebdo, dans le numéro 1 d'Harakiri Hebdo, c'était
les lundis de Delfeuille de Thon, et il y avait les lundis de Sainte-Beuve, tu sais, au XIXe siècle. Et puis, la chronique de la vache espagnole de Willem, parce que Willem est arrivé avec sa page, on lui a demandé une page, il débarquait de sa Hollande natale, et en français, quoi. Mais c'était un français tellement effarant, mais parfaitement compréhensible, quoi. Et alors, il y avait cette expression qu'on n'emploie sans doute plus, qui était « il parle le français comme une vache espagnole ». Et alors, donc, quand vous voyez la chronique de Willem, la chronique de la vache espagnole, c'est Willem qui fait des titres formidables, mais le titre de la chronique de la vache espagnole, c'est Cavana qui l'a écrit. Et non, mais Willem l'a repris. Comment tu faisais pour les pondre, ces chroniques? Est-ce que tu écoutais la radio en permanence, tu regardais la télé, tu lisais les journaux? Non, je suivais l'actualité, oui. Et qu'est-ce qui était déterminant pour toi dans tes choix? Et en combien de temps t'écrivais ça? Enfin, t'écrivais à la main? Ça dépend des périodes. Il y a des articles que j'ai écrits vraiment en une demi-heure, puis d'autres où j'ai passé un peu plus de temps. Mais en général, je les écrivais vite. Et puis, je m'apercevais que plus j'écrivais vite, meilleur c'était quand je le relisais après, quoi. Mais j'avais un peu honte, quoi. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ça me paraissait trop facile. Tu vois, j'avais trop de facilité et je me rendais pas compte que ma facilité, c'était moi. Mais c'est vrai que pendant des années, t'étais comme un usurpateur, tu penses? C'est comme si tu usurpais. Oui, je sais pas comment te dire. C'était trop facile, quoi. Moi, j'étais venu t'interviewer au Nouvel Obs quand j'ai fait mon film sur Cavana, et je me souviens, t'avais un beau bureau, enfin, t'avais un bureau et tout. Le bureau, c'est celui de Jean-Daniel. Ouais, non, mais je sais, on était au bureau. Non, mais j'avais vu, toi, t'avais un bureau à l'Obs, mais comment c'était à l'Obs? Parce que t'es quand même singulier par rapport à Nouvel Observateur. T'étais pas au milieu de la rédaction, enfin, tu travaillais chez toi, t'amenais ta chronique un jour et puis tu te barrais, ou comment c'était? Non, je venais parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, quoi. Alors, je venais chercher les journaux, quoi. Je passais j'habitais à côté, et par chance, et comment dirais, j'allais chercher la presse, puis je parlais avec eux, quoi. C'était très sympa, tous ces gens-là à l'Obs, quoi. Et ils m'ont très très bien accueilli quand je suis arrivé, bon, etc., quoi. Et Bretéché, par exemple, qui elle avait sa page, elle venait pas à l'Obs. Elle venait une fois de temps en temps, mais elle avait un côté diva, quoi. Moi, j'étais pas diva, quoi. Et est-ce que donc cette chronique hebdomadaire, est-ce que ça te prenait la tête toute la semaine, ou est-ce que tu étais très léger par rapport à ça? Tu disais, toute merde, ça va sortir. Ça me prenait pas la tête. Tu sais, je me faisais avant de m'y mettre, je me faisais une liste. J'avais, sur un cahier, j'avais 50 trucs que je pouvais raconter. En réalité, je pouvais en utiliser que 2 ou 3. Alors, j'en prenais un, et puis en fonction de comment ça venait, et puis quand j'avais mon nombre de signes, j'arrêtais, quoi. Puis je refermais le cahier où il y avait les autres sujets. Mais j'aurais pu en faire tous les jours. J'aurais même pu en faire le matin et le soir. T'étais un peu graphomane, quoi. Non, j'étais pas graphomane puisque je les ai pas faits. mais j'aurais pu les faire. Alors, tu avais un gimmick que tu as gardé tout le temps, c'est le post-scriptum qui n'a rien à voir, quoi. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite, hein. J'ai mis 3 ans ou 4 ans à le trouver. Et généralement, c'était plus... Enfin, dis-moi si je me trompe, mais des choses culturelles, où tu abordais des spectacles, des choses que tu avais vues. Avant de trouver Postscriptum qui n'a rien à voir, je faisais des PS. Tu vois, bon. Et puis bon, c'est banal, il n'y a pas plus banal qu'un PS, quoi. Et un jour, je parlais, je sais pas quoi, moi, du communisme ou de la bombe atomique, de n'importe quoi. Bon, et puis j'arrivais avec la programmation du caveau de la Huchette, tu vois, bon, du chat qui pêche, plus exactement. Alors il y avait Donald Byrd ou des gens comme ça qui passaient au chat qui pêche, et ça venait comme un cheveu dans la soupe, quoi. Ça n'avait rien à voir avec ce qui était. Alors j'ai trouvé cette expression. Mais c'est pas des trucs que tu trouves comme ça du jour au lendemain. Post-scriptum qui n'a rien à voir, et il faut être moi déjà, et puis il faut 3 ans pour le trouver. Quoi, tu vois. Et j'ai trouvé ce post-scriptum qui n'a rien à voir. Alors les gens accrochaient, parce que évidemment ça s'adressait à
ça s'adressait à 50 personnes, en fin de compte. Mais tout le monde le lisait. T'as des gens même qui lisaient que ça, quoi, tu vois. Bon, mais alors que ça ne les intéressait pas du tout, ce que je racontais. Mais bon, ça les amusait. Il y a des choses qui reviennent. Parce que je les disais d'une façon un peu drôle, quoi. J'essayais, quoi. Et tu es un grand amateur de jazz, on peut dire. C'est pour ça que je parlais de Charlie Mingus au début. Oui. Sa mort t'a beaucoup affecté. Le jazz Il y a revient beaucoup de souvent. morts de jazzmen qui m'ont affecté, oui. Et Albert Heller, il y a eu... Tu les connaissais personnellement? Bon, on les voyait, quoi. Quand ils jouaient dans des clubs, on était à côté, mais je les connaissais pas personnellement, non. Non, je les connaissais pas personnellement. Mais cette musique t'a influencé. Il y a un côté jazzy oui. dans tes chroniques aussi. La première fois que j'ai parlé de jazz dans Harakiri, alors j'ai fait le jazz de Feuilles de Ton. Ils me demandaient tout le temps Cavana. Alors j'avais fait le cinéma, j'avais donc les mémoires. J'ai fait le cinéma. Après, mais ils voulaient toujours des trucs. Alors j'ai fait le jazz à Feuilles de Ton, mais je l'ai fait d'une façon complètement fantaisiste, quoi. Ça n'avait rien à voir avec la réalité. Et le premier que j'ai fait, c'était Albert Heller. Mais Albert Heller, qui était complètement inconnu à l'époque. Tu vois, mais j'en avais rien à foutre, quoi. Tu vois, mais je me rappelle plus ce que c'était des conneries, quoi. Ça n'avait rien à voir avec Albert Heller. Oui, tu racontais des histoires un peu fantasques. C'était un faux Albert Heller, quoi, tu vois. Mais ce que je découvre, enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était assez léger pour toi, l'écriture. Tu étais un peu comme Cavana, ça venait tout seul. Tu n'avais pas l'angoisse de la page blanche ou le jus de crâne avant. On inventait nos trucs, on faisait ce qui était nous. C'était ça qui était formidable à Harakiri. GB arrive à Harakiri. Non, mais je parle aussi après tout. Il fait du GB, bon, etc. Et avec Harakiri, on a appris à faire nous, pas à faire du journalisme. On inventait chacun son journalisme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que ça a été formidable, parce que t'avais Cavana qui recrutait des gens comme GB, Topor, etc., quoi, tu vois, Reiser, Wolanski, bon. Et il les laissait être eux-mêmes, il les révélait à eux-mêmes. Tu vois? Et après, c'est grâce à ça, j'ai transporté ça à l'os comme c'était, quoi. Je l'aurais continué dans Charlie Hebdo, ça aurait été la même chose. Bah oui, non, ça aurait été la même rubrique. J'avais dans l'Obs une rubrique de Harakiri Hebdo, de Charlie Hebdo, de l'époque, quoi, tu vois. C'était... je le faisais pas pour l'Obs, je le faisais pour moi, quoi. Dis-moi, tu avais une carte de presse? T'avais une carte de presse? Ah oui, j'ai une carte de presse. Et toi, tu te dis journaliste ou c'est un mot? Tu te dis journaliste ou c'est un truc que je disais toujours, ça je le dis il y a un entretien dans le Ciné Mensuel là, de ce mois-ci. À l'Obs, je leur disais, je suis pas journaliste. Et alors, ça les faisait rire, parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas plus journaliste que moi. Mais moi, non, je suis pas journaliste. Je connais pas leurs combines, je connais pas leur savoir-faire, je n'ai pas appris le métier, quoi, tu vois, bon, et puis je fais pas ce qu'ils font, quoi. Et alors, je disais, je suis humoriste, mais comme maintenant, tout le monde se dit humoriste, alors maintenant, je dis, je suis Delfeil, je fais le Delfeil, quoi, tu vois, parce que j'estime que je fais pas le travail des humoristes non plus, quoi, tu vois. Bon. Et donc, ce que je fais, si ça a une originalité, donc c'est... Ah oui, Pour que les gens comprennent, il faudrait peut-être lire un... Je pense qu'on peut l'ouvrir n'importe où, on lit un passage et il y a une musique qui... Tu veux essayer ou j'essaye? Alors, moi, je dois vous laisser, malheureusement. Oui, parce qu'il faut dire, Jean-Christophe, que tu as une signature pour un de tes bouquins. Signer un truc. C'est quoi le truc? C'est le petit machin. C'est ça? Ça vient de sortir. Sinon, c'est pas encore en librairie, ça, à l'heure où on parle. D'accord, donc tu vas... Et on se retrouve après pour tu nous rejoins au couscous, quoi. J'espère, j'ai peur d'être un peu alpagué par mes camarades. Non, mais on se verra après, peut-être on se passe un petit coup de fil. Ouais. En tout cas, merci, mais Désolé de vous planter. Non, mais tu ne nous plantes pas, c'était prévu. Je suis un ouvrier. J'ai au départ mon certificat d'études. Et c'est tout. Par conséquent, il m'a fallu, avec l'aide du parti sans doute, mais personnellement, un travail considérable d'études qui ne s'arrête jamais d'ailleurs. Il y a une vedette de la télé, parce qu'on le voyait tout le temps à la télé, marcher, il était devenu un cabot de première, quoi, c'était... Et il y a une vedette de la télé qui avait sa maison de campagne à 3 km. Bon, alors ils vont faire du bruit
du bruit. Ils ont des serpentins, ils ont des trompettes, et ils vont faire du bruit sous les fenêtres à 3h ou 4h du matin De Georges Marchais. Et c'était Georges Marchais. Mais ils ne le savaient pas. Pour eux, c'était un mec qu'on voyait à la télé, quoi. Tu vois, c'était des gens qui avaient 17-18 ans, quoi. C'était le gars qu'on voyait tout le temps à la télé, quoi. Ouais. Tu vois. Bon, et ça aurait pu être Moustaki, ça aurait pu être Serge Reggiani, Gilbert Bécaud, et il se trouve que c'est Georges Marchais, quoi. Tu vois, bon, ils ont été chahutés sous le Parisien, quoi. Tu vois, la maison du Parisien. Et finalement, les lumières s'allument, quoi. Puis alors, eux, les lumières s'allument, ils sont encore plus contents, quoi. Tu vois, bon. Et puis finalement, t'as Marchais qui finit par sortir avec son fusil à la main, quoi. Et c'était une époque où il y avait un mouvement qui s'appelait Légitime Défense, dont je parlais souvent, où t'avais des patrons de bistrot qui saoulaient la gueule des mecs, et quand les mecs étaient sous et venaient casser leurs carreaux, ils sortaient le fusil et puis ils tiraient dessus et les descendaient, quoi. T'avais les gars qui piégeaient leur maison. Tu vois, ils le font plus maintenant parce que la justice les a frappés. Et ils avaient un avocat qui mais tu avais tout un mouvement, disons, tout un mouvement de gens qui pensaient que le type qui vient te voler tes poules dans ton poulailler, tu as le droit de lui tirer dessus, quoi, tu vois. Et tu avais les types qui se faisaient descendre, vraiment des voleurs de poules, quoi, des choses comme ça, quoi. Et Marchais, il était de cette race-là, quoi. Mais cette race-là, elle votait pour l'extrême droite. En principe, elle votait pas pour les communistes. Lui, il était quand même il était le secrétaire général du Parti communiste français, quoi, qui passait ses vacances derrière le rideau de fer, aux frais des peuples opprimés par Maintenant, on a Fabien Roussel. Oui. Je dis maintenant, on a Fabien Roussel, qui est le communiste le préféré de la droite aussi. Il y a peut-être un... Oui, mais il n'y a aucun rapport entre un Fabien Roussel et un Marchais. Ça n'a vraiment aucun rapport. Aucun rapport. C'est... le communisme, Fabien Roussel, il n'y a plus de parti communiste, quoi. C'est un nom, quoi. C'est bon... Ils sont passés de 20% ou 25% à 2,5%. Ah oui, à l'époque, ils représentaient un quart de l'électorat. Il faut quand même voir ça, quoi. Alors on avait cette droite giscardienne, pompidolienne, etc. C'est pour ça que ça a été un événement, l'arrivée de Mitterrand, parce que c'était quand même... t'avais le couvercle qui sautait, quoi, tu vois. Parce que De Gaulle, il avait lutté contre Pétain pendant la guerre, mais il était du même monde que Pétain. Pétain était le parrain de sa fille. De Gaulle représentait les dernières années 30, quoi, tu vois. Et donc il a fallu... Il y a eu la peine de mort, il y a eu l'avortement, il y a eu tout ça. Mais l'avortement, ça a été sous Giscard, avec Simone Veil. Mais... il y a eu plein de choses, quoi, qui ont changé, quoi. L'univers dans lequel on vivait, et ils se rendent pas compte, les jeunes de maintenant, dans quel univers étroit leurs parents et leurs grands-parents ont pu vivre. Avant que Pacôme lise, j'ai une petite question à te poser par rapport à ce que tu dis. Est-ce que tu as de la nostalgie? De quoi? De ça, de cette époque-là par rapport à aujourd'hui? Non, j'ai pas de nostalgie. Je peux pas avoir de nostalgie. La guerre d'Algérie, tout ça, ça ne peut pas te donner la nostalgie. Pompidou, pour moi, c'était l'horreur totale, quoi. Giscard, c'est un grotesque, quoi. Et non, il n'y a aucune nostalgie. Non, je te demande. Non, vraiment aucune. Alors la nostalgie, ici, pour le jazz, pour des choses comme ça, parce que ça a été la naissance du free jazz, quoi. On a quand même vu arriver, on parlait d'Heller, on arrivait Heller, Mingus, Archichep, Sonra, tous ces gens-là, ça a changé complètement la musique, quoi. Et que tu écoutes toujours? Tu les écoutes toujours aujourd'hui? Oh bah oui, quand j'écoute des choses, c'est soit Bach, soit ces gens-là, quoi. Il y a Steve Lacy, quoi, tu vois. Mais à cette époque-là, et à l'époque Charlie Hebdo, j'étais le seul dans toute la presse régulière, quoi, pas la presse de revue trimestrielle, la presse
hebdomadaire, a annoncé les concerts de Steve Lacy. Tu vois, Steve Lacy n'était pas invité dans les festivals. Tu vois. Et maintenant que tout ça se dégage, je m'aperçois que parmi les musiciens que j'écoute encore, il y a Steve Lacy. Quoi. C'est extraordinaire, Steve Lacy. C'est presque au-delà du jazz, Steve Lacy. C'est de la musique, contemporaine. Enfin, je sais pas comment on peut le classer. C'est de la musique tout court, quoi. Oui, mais c'était du jazz. Quoi. Oui. Mais quand il avait été repéré, c'était quand un blanc, et il avait été repéré par Thelonious Monk. Et il a démarré en jouant du faux New Orleans, quoi. Tu vois. Bon, ça a duré 2 ans, quoi. Et puis il a joué pour Monk, il a joué pour Miles Davis. Quoi, les expériences orchestrales de Miles Davis et de Monk, Steve Lacy en faisait partie. Et puis il est devenu quasiment français. Quoi. Il a vécu avec une Suissesse francophone et il habitait rue du Temple. Et toi, tu le croisais devant les librairies en train je l'ai vu. Et hésiter à acheter, il y avait l'album Zutik. Qui avait été réimprimé puis soldé. Et rue du Vieux-Colombier, il y avait une librairie qui soldait les bons bouquins, quoi, tu vois. Et il y avait, et j'ai vu Steve Lacy il a passé 20 minutes à hésiter à acheter l'album Zutik. Il y revenait, il partait. C'est quoi l'album Zutik? C'était Rimbaud, c'était tous les gens qui se réunissaient, les poètes de l'époque, qui avaient fait un... Comment dire, c'était pas destiné à la vente, c'était un truc d'après-banquet, quoi, le banquet de poètes, quoi, tu vois. Avec des poèmes scatologiques. Avec Verlaine et toute la bande, quoi, tu vois. Mais quoi, c'était pas destiné à être édité, ça a été édité posthumément. Mais quoi, Steve Lacy était un intellectuel, alors que les jazzmen, en général, n'étaient pas des intellectuels. Mais on a commencé quand même à voir arriver les intellectuels à l'époque. Archie Shepp est un intellectuel. Oui, c'est lui dire. Tu vois, Charlie Mingus en partie. Il a écrit un livre, Charlie Mingus. Tu vois. Et Chet Baker, tu allais le voir? Chet Baker, c'était un peu à part. Il a été... Chet Baker, c'était ce qu'on appelait le jazz West Coast. Quoi. C'était qui est venu un petit peu avant le free jazz, mais qui a continué. Chet Baker, c'était une personnalité, quoi. C'était quelqu'un de bien, Chet Baker, mais qui a eu une vie tragique, quoi. C'était épouvantable. Il n'avait plus de dents à la fin pour un trompettiste. L'héroïne, c'est terrible, hein. C'est l'héroïne, hein. Et puis l'héroïne, quoi. Puis finalement, il est tombé par une fenêtre. Tu connais l'histoire, on ne sait pas. Mais la légende veut que il va acheter de la drogue, enfin je sais pas quoi, et il veut retourner à l'hôtel, et le type de l'hôtel le laisse pas rentrer parce qu'il a pas payé sa chambre, et il escalade par la fenêtre et il tombe. Et il meurt. Tout a été dit, mais finalement on n'en sait rien. C'est comme Heller qui est mort. Il devait revenir en France. Daniel Coe lui avait préparé tout un circuit, etc. Et puis on l'a retrouvé son corps dans l'Hudson. L'Hudson River. Pendant longtemps, l'idée c'était qu'il avait été jeté. L'histoire de drogue, il avait été jeté dans l'Hudson. Et puis j'ai rencontré Jacqueline Coe, la veuve de Daniel Coe, qui avait fait venir en Europe Sun Ra et Albert Heller. Il a joué un rôle éminent pour ces gens-là. Elle m'a dit non, en réalité, il s'est suicidé. Sur Chet, il y a la même histoire. Et il y a une autre histoire, ils disent que comme il n'avait pas payé sa chambre, il était resté enfermé et il était passé par la fenêtre et il était tombé de la fenêtre. Donc il y a plein d'histoires qui courent sur... Mais bon, tu voulais lire, tu veux bien lire en fait, comme... c'est pas la peine, ça donne rien. Moi, je crois que ça peut donner... Ça donne rien, non, on leur donne envie de lire, ne lis pas. Tu vas mal le lire, et puis... Alors moi j'essaie, mais j'ouvre par hasard. N'ouvre pas au hasard. Si, regarde, La carabine à papa-maman. Tu t'en souviens de ça? La carabine à papa-maman.
Monsieur Lunet de la Malaine, ex-député du 14e arrondissement de Paris, n'aura pas à voter les restrictions aux permissions de sortie des détenus de prison française. Il a été battu au second tour d'une élection par la socialiste Edwige Javis. On a beaucoup disserté sur ces résultats, ainsi que sur le score de la candidate communiste au premier tour. On n'a rien dit sur les scores des candidats qui ont eu moins de 1% des voix. Ils ne sont pourtant pas moins intéressants. Mouna dit... Ah, ça, c'était Mouna alias Aguigui, alias Dupont, a obtenu 151 voix, soit 0,73% des suffrages. Vous savez combien de voix a obtenu le candidat socialiste PSU ? 2 de plus. Voilà un parti important, etc. Mais tu vois, Le PSU, ça correspond à quoi maintenant le PSU, c'était le parti de Rocard à l'époque. Oui, et Rocard. c'était la gauche du PS, on peut dire. Oui, c'était la gauche du PS qui était pour l'autogestion. Ouais, là, ça pourrait être là, un peu les insoumis. Bah, il faisait à l'époque 2 voix de plus Putain, ouais, que candidat que Mouna, qui était un original. un original qui circulait avec un chapeau à fleurs sur une bicyclette à une époque où il n'y avait pas de bicyclette dans les rues. Tu vois, regarde, c'est le bijoutier qu'ils ont tué. Son prénom, c'est Virgile. Celui de son père, c'est Romulus. Leur nom de famille, c'est Florea. C'est des Roumains, ces gens-là. Romulus Florea, ex-officier d'active, a fait carrière dans la police politique de Ceausescu Ier, roi de Roumanie et secrétaire général du Parti communiste roumain. Virgile, son fils, est en révolte contre son papa. Pourquoi il est en révolte ? D'abord, parce que c'est de son âge quand il a 14 ans. Ensuite, etc., etc. Donc, tu vas raconter l'histoire. Tu t'en rappelles de ça ? Oui, parce que je l'ai relu, mais j'avais complètement oublié. Ouais. Mais tu vois, il y a comme un ton comme ça, tu te dis, ouais, mais tu trouvais ton angle, quoi. C'était ça qui... Je te dis, j'avais 40 histoires par semaine. C'était un peu la pêche au trésor, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est difficile de lire une de tes tribunes sans se marrer à un moment donné. T'as toujours la blague, quoi. Enfin, des fois, c'est en demi-teinte. En ayant relu, j'ai vu qu'il y avait... Je racontais souvent des vies tragiques, quoi. Ce Virgile Roméa, là, c'est vraiment une vie... Qu'est-ce qui lui est arrivé, lui ? Une vie tragique. Je ne me souviens plus, mais... il a dû tuer un bijoutier, non ? Il s'est fait arrêter. Il s'est retrouvé, il a un hold-up, et on lui a foutu une mitraillette dans les... C'était un amateur dans le hold-up, tu vois. Et il s'est retrouvé avec des gens plus habitués à la chose que lui, et finalement, la mitraillette est partie toute seule, et je crois qu'il avait tué quelqu'un, je me souviens plus, quoi. Mais c'était tout ça parce que il avait fui son père, qui était un tortionnaire roumain. C'était la police secrète de Roumanie. Ceausescu, c'était un Staline, c'était... C'est un épisode autour de l'arrivée des barrières métalliques dans Paris. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des petites choses liées à Paris. Il y a eu le Paris d'avant les bagnoles, ça remonte à loin. Personne n'a connu. Il y a eu le Paris d'avant les barrières métalliques. C'est pas vieux. Pourtant, ça paraît pas croyable que ça ait pu exister. Le Paris d'avant les bagnoles ne reviendra jamais. Reviendra peut-être le Paris sans bagnole ou presque, comme sous l'occupation, comme en mai 68. Mais ce n'est pas la même chose. Pour les barrières métalliques, même pas l'espoir de se retrouver un jour sans. Il n'y aura jamais pénurie. On retrouvera peut-être les tickets de pain. On connaîtra jamais les restrictions de barrières métalliques. Question comme ça. Dans une ville comme Paris, en prenant toutes les barrières métalliques qui s'y trouvent et en les mettant bout à bout, ça nous ferait combien de kilomètres de barrières métalliques ? Si ça se trouve, il y aurait de quoi faire le tour du monde avec les barrières métalliques qui sont dans Paris. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais je me disais, la question que je voulais te poser, Delfeuille, c'est ta dernière chronique à l'Obs. Enfin, comment ça se passe parce que ce qu'a un tout petit un peu dit Paco, mais t'es le chroniqueur de ce pays qui, pendant un demi-siècle, t'a raconté la France, quoi. Si on veut savoir ce qu'est la France, le monde même, par tous les bouts, on te lit et c'est très intéressant. Et à un moment donné, ça s'arrête, quoi. C'est-à-dire que là, ça s'est arrêté il y a 2 ans. Ouais. Et tu savais que ça allait s'arrêter ? Ça s'est arrêté à l'occasion du Covid et de la mort de ma femme. Oui. T'as plus eu envie ou ils ont voulu arrêter ? Comment ça s'est fait ? J'ai pas envie de raconter ça. Pardon. Disons que l'Obs jusque-là avait été dirigé par des gens intelligents et puis que... ça a changé.
ça a changé, quoi. Mais la personne qui était pas intelligente, elle est plus non plus à la tête de l'Obs. Ah bon, d'accord. Mais quoi? Non, mais puis je commençais à en avoir. J'étais fatigué. Tel que vous me voyez là, j'ai l'air d'avoir 20 ans, mais j'en ai 88. Et il était temps d'arrêter, quoi. Je pensais un peu arrêter. Je voulais. S'il n'y avait pas eu le Covid, qui a fait que le journal n'existait plus, personne n'allait au journal, tout se passait en télétravail, on se voyait plus. J'avais l'intention de transporter mes 2 colonnes dans le culturel et de faire un livre, tu vois, un livre peut-être tous les 15 jours ou tous les mois, quoi. Tu vois. Un livre? Oui, de traiter d'un livre, de parler d'un livre. De chroniquer un livre, oui. Oui, quoi, de parler à propos d'un livre. Je l'ai fait des fois, ils sont pas les articles que j'ai faits sur des livres, ils sont pas là-dedans, on n'a mis que les lundis. Mais quoi, j'avais fait Avec Garcin. Avec Jérôme Garcin, j'ai fait pas mal d'articles, notamment des livres d'histoire, des choses comme ça, quoi. Mais ma question porte sur ton mental, c'est-à-dire que quand pendant 50 années, toutes les semaines, tu ponds un texte en regardant Le Monde et en l'écrivant, je veux dire, le jour d'après, ça te manque, non? Enfin, tu regardes toujours Le Monde, mais tu fais plus le geste, ou tu as continué à écrire, ou tu as complètement arrêté? Quand j'ai décidé d'arrêter l'Obs, parce que c'est quand même moi qui ai décidé, puisque je m'étais mis sur le site, j'ai arrêté du jour au lendemain de lire Le Monde. Pendant 50 ans, j'avais dit, j'espère que je mourrai avant Le Monde, je veux lire Le Monde jusqu'à mon dernier. Eh bien, j'ai arrêté de le lire ce jour-là. Pourquoi? De l'acheter. Alors, je le lis un peu sur Internet, mais Internet, j'ai lu 3 articles alors que je lisais tout. Il y a une période, pendant des années, je lisais Le Monde de la première ligne à la dernière, notamment avant d'être journaliste, quoi. Le Monde a un rôle extrêmement important pour beaucoup de gens, quoi. Je sais, c'est une université, Le Monde. Mais tu veux dire que Le Monde... Mais maintenant, ça change un peu, quoi. Tu veux dire ça te fatigue? C'est sociologie à la noix, etc. Bon, c'est ridicule. Bon. Donc, non, mais tu t'étais fatigué de le lire, les derniers numéros. Enfin, t'en avais marre de lire Le Monde, ou c'était devenu une épreuve de lire? J'essaye de me désintoxiquer de l'actualité. D'accord. Si j'avais 50 sujets au choix toutes les semaines, c'est parce que j'étais plongé dans l'actualité. Je lisais la presse anglaise, américaine, je lisais la presse italienne, je lisais plein de trucs, quoi. Alors là, ça se voit pas, mais il y a des choses dont je parle, dont je suis le premier à avoir parlé, parce que j'avais repéré ailleurs, quoi, tu vois. Mais évidemment, ça se voit plus, ça. Mais donc lire Le Monde, j'ai compris, mais écrire sur Le Monde, est-ce que ça, c'est un truc qui te manque, ou est-ce que tu changes de vie? Oh non, ça me manque pas. Ça me manque pas. Tout à l'heure, j'ai fait un mot, alors faut pas le perdre, quoi. T'étais pas là, je vais raconter. Je me rappelais plus le prénom de ta fille qui a fait le film sur Cavana. Ouais, elle t'embrasse d'ailleurs, elle m'a dit, alors, je te voyais. Elle s'appelle Nina. Bon. Et j'ai cherché dans ton nom sur Wikipédia, puis à la fin, il y avait le film avec sa fille Nina Revers. Bon. Et alors, le film que tu as fait sur Cavana, il s'appelle Jusqu'à la dernière seconde, j'écrirai. Jusqu'à l'ultime seconde. Jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai. C'est Cavana qui avait écrit ça. Jusqu'à l'ultime seconde. Et moi, j'ai dit à Paco, ce qui m'est venu, c'est jusqu'à l'ultime seconde, je lirai. Parce que j'écris pas. Je n'écris que quand on me demande d'écrire. Si on me propose d'écrire un article et que j'ai envie de le faire, je l'écris. Une chronique, quoi. Alors, actuellement, j'écris des chroniques dans trois journaux différents. Dans Ciné? J'écris tous les mois dans Ciné mensuel. J'écris tous les trimestres dans le journal de l'association qui avait été cofondé pour l'éditeur, mais il n'y est plus, mais qui s'appelle Mon Lapin Quotidien. Ben, je sais, j'écris aussi, j'ai beaucoup écrit. Et toi aussi, tu as écrit dedans. Et puis, j'écris dans la revue de Frédéric Pajac qui s'appelle L'Amour, qui est semestriel. Donc, je collabore à un semestriel, à un trimestriel et à un mensuel. Mais ça me suffit. À mon âge, je ne vais pas répéter, c'est amplement suffisant. Mais c'est plus de l'actualité.
c'est quoi? C'est de l'actualité. Mais l'actualité continue à te... Tu regardes les infos, tu regardes les chaînes d'infos, tout ça, ou Non, tu t'es complètement je regardais désintoxiqué? pas la télé, j'écoutais pas la radio, j'écoute jamais la radio. Et la télé, je l'ai regardée quelques années. Quand ma gamine avait l'âge de regarder la télé, parce que on l'a acheté pour elle quand elle est rentrée à l'école, quand elle a eu 6-7 ans. On a vécu jusqu'à l'âge, avec ma femme, on a à peu près le même âge, jusqu'à 45 ans à peu près, sans télé et sans radio. D'accord. Tu sais qu'il y a une pénurie d'essence en ce moment. Tu sais qu'il y a une pénurie d'essence en ce moment en France. Oui, c'est les fameuses grèves de la CGT, mais moi j'ai l'impression de revoir toujours la même histoire qui se reproduit. En France, on est incapable de... Les patrons sont incapables de hausser les salaires sans qu'on on fasse la grève, et les syndicats sont incapables d'obtenir une augmentation sans faire la grève. Là, c'est formidable parce qu'elle est exemplaire, cette grève des pétroliers, là. C'est que c'est la CGT, mais comme elle était il y a 50 ans, quoi, comme du temps de Marchais, quoi. Parce que la CGT, à l'époque, c'était communiste. Ils font la grève avant même de commencer à discuter. Il faut dire, en face, ils ne veulent pas discuter. C'est ça le problème. Et là, l'inflation monte, les salaires baissent. C'est toujours la même histoire, quoi. Je veux dire, tout ça pour finir par leur donner les 6% qu'ils réclament. Mais ils en réclament 10. Non, mais là tu n'es plus dans l'actu parce qu'ils en réclament 10, ils en ont eu que 6. Et là, ils maintiennent le mouvement de grève et qui est en train de se propager. Mais en France, ça se passe comme ça. Le progrès social ne se passe pas sans grève. C'est comme ça. Bon, il y a plein de pays où c'est pas comme ça, mais en France, c'est comme ça. Mais je l'ai vu se reproduire depuis la Libération, ça, tu vois. Tous les 4-5 ans, la France est paralysée. Bon, soit la SNCF, soit les pompes à essence, n'importe quoi. Mais c'est comme ça que le progrès social se fait en France. Bon, si tu veux... Et tu le déplores. Moi, l'histoire, je la connais d'avance, quoi. Je sais qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent et les autres, ils savent qu'ils vont leur donner, quoi. Alors, c'est un jeu, mais qui m'amuse plus, quoi. J'ai plus envie d'écrire là-dessus, quoi, tu vois. Mais bon, la CGT a raison, les patrons, je ne sais pas s'ils ont tort ou raison, mais quoi, de toute façon, ils sont obligés de s'entendre, quoi. Ils sont obligés de s'entendre. Et là, Macron, par exemple, ça te fait... Macron, tout ce qui se passe autour de lui, c'est pas quelque chose qui t'intéresse non plus, qui te fascine, ou que tu trouves... J'ai fait un édito récemment où je dis qu'on est dans une sorte de dégénérescence, là, depuis Chirac, dans la manière dont on fait de la politique. Il est jamais tombé aussi bas que Sarkozy, quand même. Tu trouves? Oh, Sarkozy, c'était le pire. Quoi, pour moi, Sarkozy, c'est un type qui était président de la République, qui faisait son footing. Alors, il se costumait en je sais pas comment on appelle ça. New York Police footing, et il montait les marches de l'Élysée en short, etc., avec un t-shirt New York Police Department. Il est président de la République française et il se fait photographier, parce qu'il se fait photographier. Il convoque un photographe en train d'escalader les marches de l'Élysée avec New York Police Department. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette scène. Mais je suis pas partisan je trouve pas d'une élégance. Tu veux dire que c'est pas le problème n'est pas qu'il n'est pas porté. C'est indigne, c'est un voyou qui fait ça. Il se croit drôle. Il est grotesque. Il est grotesque. Mais Macron qui fait du jet ski, c'est pas un peu pareil, non? Il en a fait un quart d'heure, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il n'avait pas New York Police Department sur son... Toi, tu votes? Tu votes pas? Comment t'es par rapport à ça? En général, je vote. Et pourquoi tu n'as pas voté au dernier? Moi, évidemment, j'ai fait comme tous les gens qui ont voté Macron, parce qu'il se retrouve en face de qui tu sais, la mère machin, dont j'ai toujours refusé d'écrire son prénom. Ah oui? J'écrivais toujours La Le Pen. J'ai jamais
fait imprimer son prénom. Et je ne l'ai pas prononcé, là. Tu vois. Pour moi, c'est la Le Pen, ça se suit. Et puis, qui va lui succéder? Ça va être encore une Le Pen, la nièce, ou je ne sais pas comment est-ce qu'elle est, ou juste, là. C'est la Le Pen. Et là, moi, je te pose encore une question. Après, je ne laisserai pas comme si là, on ne va pas non plus être trop long. Mais est-ce que tu es inquiet parce que tu as vu en Italie, les fascistes sont au pouvoir. En Suède, ils y arrivent aussi. Et là, en France, c'est un peu chaud boulette, quoi, puisque le RN a quand même passé un paquet de députés à l'Assemblée. Est-ce que ce monde-là que tu vois évoluer, bouger, t'inquiète, celui que tu laisses à ta fille? L'Italie, ils ont eu Berlusconi, déjà, c'était un peu pareil. D'ailleurs, il est associé. Ouais. Non, mais je te parle de la France, là, de ce qui nous attend. Tu te dis pas que... Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe en Ukraine, hein, c'est pas ce qui se passe en France. Je sais pas, les gens se rendent pas compte, mais quoi, quand moi j'ai connu l'avant-guerre, j'étais gosse, mais quand j'ai connu l'occupation, j'ai la libération, la guerre d'Algérie, tout ça. Et ce qui se passe demain, il peut y avoir une bombe sur Paris. Hein. Il faut voir les choses. Il faut voir les choses comme elles sont. Hein. Parce que tout le monde se marre quand le pont de Poutine saute la Crimée. Mais lui, il peut faire sauter le pont de la Concorde s'il veut. Hein. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Mais quoi, bon, je suis pas là. Je parle plus de politique. Je veux plus écrire sur la politique. Tu l'as fait pendant 50 ans. Je l'ai fait pendant 50 ans. Maintenant, j'ai écrit dans les trucs que je t'ai dit. Dans Ciné, je fais un petit truc rigolo. Dans le journal l'association, je raconte mon enfance. Et dans L'amour, je fais Palomar et Zygomar. Alors Palomar et Zygomar, qui est la première nouvelle dans le Bellefeuille de Ton 1, c'est Palomar et Zygomar. C'est une pièce un peu... Pas comme tu veux conclure, tu veux dire quelque chose? Je veux bien dire 2-3 trucs et je ne suis pas contre Moi, je voudrais qu'on parle du dessin de Ciné, là. Ouais. C'est... Ciné amateur de jazz aussi, comme toi. Bien sûr. La première fois que j'ai parlé à Ciné, je n'étais pas encore Bellefeuille de Ton, et c'était dans l'escalier d'une boîte de jazz, tu vois, où on attendait pour voir Cécile Taylor. Ah ouais. Mais qui ne pouvait pas jouer parce qu'il y avait le syndicat des musiciens français qui s'y opposait. Parce qu'il arrivait avec son trio, où il y avait Andrew Cyril et Alan Silva. L'Amérique, c'est un gars qui inventait de la musique. Il aurait fallu qu'ils prennent un bassiste et un batteur français. Ils auraient été totalement incapables de le suivre, c'était évident. C'était complètement imbécile. Mais il y a eu une période comme ça. Eh bien, on a, avec Ciné, on était là. On était 10 pour venir écouter. En plus, c'était pour 10 personnes. C'était à la Grande Séverine, tu vois, rue, je ne sais plus comment elle s'appelle. À côté de la rue de la Huchette. Mais non, l'autre, la rue Saint-Séverin. Saint-Séverin. C'est la rue Saint-Séverin. Oui. Et la porte était fermée parce que le syndicat des musiciens français ne voulait pas. Ils ont interdit de concert. Cécile Taylor, il faut dire si seul, mais quoi, en français on dit Cécile Taylor, Andrew Cyril, Alan Silva, quoi, c'est les imbéciles complets, quoi. Et ben on était avec Ciné, alors on a échangé quelques propos, mais moi je te dis, j'étais pas Bellefeuille de Ton à l'époque, j'étais pas Harakiri, c'était avant. Oui, alors donc, le tome 1, il y avait Reiser. C'est Reiser qui a fait le dessin. Reiser qui avait fait mon portrait officiel. Bon, parce que je ne voulais pas être photographié à l'époque, donc j'avais demandé à Reiser, tu me fais mon portrait officiel. Et il m'avait fait sur un petit vélo et qui dit... Et alors, pour le numéro 2, j'ai eu l'idée de dire à Menu. Demande à Ciné de refaire le portrait officiel. Alors, il a demandé immédiatement à Ciné. Ciné l'a fait. Il était très content de le faire. Et le dessin est extraordinaire. Moi, je trouve ce dessin a une gueule. Et, il te saute à la gueule, ce dessin. Moi, franchement, je suis chez un libraire, j'ai les bouquins étalés, mais ils l'étaleront pas. Mais s'il est étalé... Tu le vois, le dessin. Ça, c'est le talent de Ciné. Le talent de Ciné.
éclate là-dedans, tu vois. Mais vraiment, quoi. Je le pense très sincèrement. Ah oui. Et c'est un ciné qui avait 86 ou 7 ans quand il a fait ça, quoi. C'était une bonne époque. Ça fait partie des... Ça sera dans le Larousse ou dans la... Tu vois, à l'époque ciné, l'époque Charlie, l'époque... Un peu comme l'assiette au beurre a eu son heure de gloire. Ces journaux-là ont fait un bon boulot, d'ailleurs. On a ouvert un peu les yeux. Mais bon, on se retrouve dans la même merde. Tu sais, avec le film de Cavana, je crois que j'ai fait la dernière interview avec Nina de vidéo de ciné. On a des images de lui dans le supplément. C'est très émouvant d'ailleurs de le revoir comme ça, quoi. Enfin bon. C'est la fin de... Oui. Avec Willem, t'es un peu le dernier des Mohicans, quoi. Ouais. C'est comme ça que j'ai appelé Mohican, moi. Comment il s'appelle, Menu. Oui. Menu, il a déjà demandé le tome 3, et tu sais à qui il a demandé À Willem. À Willem. Et je suis sûr que ça sera très bien aussi. Ça a de la gueule. Ouais, tu vois. Tu voulais dire oui. On voit au cas où, mais enfin, bon, vous couperez ou vous couperez pas. Non, moi, ce que j'avais parlé avec toi, Delfeil, pour moi, ce qui est incroyable, c'est la continuité. C'est-à-dire, c'est vraiment un livre qu'on peut lire de la première à la dernière page. C'est une histoire qui se suit. C'est l'histoire de l'époque. C'est les affaires. C'est la politique internationale. C'est les procès. C'est la chronique de la presse, etc. Et ce que tu m'avais dit, ce qui était fou pour moi, c'est qu'en fait, tu les avais jamais relus. Mais c'est normal en même temps. Non, je ne les ai jamais relus. Jamais relus. Donc là, tu les redécouvres. J'ai été obligé de les relire parce qu'il fallait corriger les épreuves, quoi. Mais j'ai pas corrigé le texte. Le texte, il est comme il était. Hein. Oui, comme il a pas de maison d'édition, comme il a expliqué, donc il est tout seul. Il a pas de réviseur, il a pas de correcteur, il a personne, quoi. Tu vois, bon. Et donc le bouquin, il le fait tout seul et avec moi, mais on se voit même pas. Tout se passe par Internet, quoi. Tu vois. Et quand tu les redécouvres, alors je les ai relus et je les ai pas reconnus, les articles, parce que des articles qui ont plus de 45 ans, je les avais complètement oubliés, quoi. J'ai été surpris. Oui. J'ai été très surpris, mais agréablement surpris. Voilà. Honnêtement, je dois dire, j'ai été agréablement surpris. Parce qu'effectivement, ça fait une histoire, ça fait un... Et puis, il y a quand même des choses drôles, quoi. Bon, faut dire les choses. Tu t'es fait rire. Hein ? Tu t'es fait rire. Je me suis fait rire à quelques reprises. Eh bien, quitte à défriser à nouveau ta modestie, moi, ça me fait penser à une anecdote. C'est une anecdote célèbre sur Tolstoï. Tolstoï était en train de travailler, d'écrire ses textes, qui étaient des textes à la fin de sa vie, très politiques, etc., tous ces textes avec des questions et tout ça. Et à un moment, il est fatigué, il va s'asseoir sur un fauteuil, il dit « Je vais me détendre un peu, je vais lire un bouquin dans la bibliothèque ». Il le prend au milieu, et il est pris par l'histoire, il dit « C'est pas mal, hein ». Puis ça tient bien la route, c'est bien écrit, etc. Au bout d'un moment, il referme il a un choc, c'est guerre et paix. Ben oui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne. On oublie. Voilà. On oublie complètement. Et bon, alors effectivement, le gars, il a forcément, un ton qui nous plaît puisque c'est le nôtre, quoi. Voilà. La caractéristique de gens comme ça, c'est, je ne vais pas me comparer à Tolstoï, mais quoi, qui Tolstoï, il devait écrire au fil de la plume, très certainement. Je crois que c'était un... Et donc, c'était lui. C'était pas... Il faisait pas du Tolstoï, il était Tolstoï, quoi. Écoute, on va finir là-dessus. Et en tout cas, merci beaucoup, Delfeil, de venir. Merci à Paco. Merci, Delfeil. Et je suis heureux de voir que tu as la patate et tout, et qu'on ait pu parler de ce livre. Et voilà. Et puis, si tu veux chroniquer tous les jours chez nous, tu peux, quoi. Mais je le ferai pas. Je m'en doute. Je le ferai pas. Non, il faut savoir s'arrêter, quoi. Mais... Et alors, au fait, pourquoi tu t'appelles Delfeil de Thon ? Ah oui. Hein. Tu sais, je pensais le prendre par surprise. Catherine a essayé la même chose avec ça. Bon, je garde le livre. Merci Delfeil. Merci Paco. Merci Denis, merci Delfeil. Merci Blast.